Très bien, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à Bordeaux Sciences Agro pour cette conférence finale sur du MOOC RSE de la coopération agricole. Alors, bienvenue aux MOOCers aussi qui sont en ligne, c'est-à-dire que cette conférence elle est filmée et elle est transmise à tous ceux qui sont inscrits sur les MOOC, à plus des 2500 personnes en France, mais également en Afrique. Donc bienvenue à vous pour suivre cette conférence qu'on a décidé d'organiser sur deux tables rondes. Alors cette conférence, elle est inscrite dans le MOOC RSE de la coopération parce que déjà c'est le fruit d'un beau partenariat, entre la profession et l'enseignement supérieur. Alors on va déjà remercier les services de COP de France avec Maureen Duperron qui a coordonné le projet, avec Benjamin Perdreau pour COP de France, qui a été une cheville ouvrière également de ce projet. Et puis, on remercie Agrinium, on remercie l'Ilam Temery pour Montpellier Supagro et toutes les coopératives qui ont participé à la construction que vous avez trouvée au cours des différentes semaines pour montrer les exemples concrets de mise en œuvre de cette responsabilité sociétale des entreprises. Alors bien, on a eu Sodial, on a eu Terrena, on a eu Buzet, Vivesia et beaucoup d'autres exemples. Donc moi je suis ravie de pouvoir vous accueillir et de regarder finalement autour de deux thèmes que nous avons sélectionnés. Pourquoi ? Parce que finalement, dans le forum, dans leurs discussions, il est apparu que ces deux thèmes présentaient des caractéristiques importantes pour la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc nous aurons une première table ronde qui s'intéressera finalement dans la RSE dans la chaîne alimentaire. Est-ce que c'est un levier de différenciation ou est-ce que c'est un prérequis ? Et puis dans une deuxième table ronde, nous aborderons la question de la RSE comme outil de développement au sein des territoires. Alors pour cette première table ronde, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pierre-Philippe des Vignerons de Buzet, que vous avez bien connu puisque nous avons fait les introductions des semaines ensemble. Il y a également Denis Bonnet de France Boisson et puis Benjamin Perdreau de COP de France. Alors ce que je vais vous proposer est le fonctionnement suivant. Pour ceux qui sont face à leur écran, vous pouvez poser des questions et lorsqu'on ouvrira le débat à la salle et aux MOOCers, on pourra reprendre les thèmes que vous aurez souhaité aborder. On va d'abord présenter nos invités et ensuite on passera à un premier jeu de questions. Donc je vais vous laisser vous présenter. Merci. Vous allez avoir peut-être une slide sous les yeux qui va vous permettre de mieux comprendre France Boisson. Donc France Boisson, nous sommes distributeurs, comme le nom l'indique, sur le marché CHD de toute boisson alcoolisée ou non. Nous sommes une filiale d'Heineken depuis à peu près maintenant 50 ans. Moi, je suis Denis Bonnet, je dirige la catégorie vin. Un mot rapide sur France Boisson, c'est à peu près 2600 collaborateurs, c'est 56 000 clients. Je parlais du CHR, c'est café, hôtellerie, restauration. Donc nous servons ce type de profession, c'est du B2B, on ne va pas jusqu'au consommateur final, même si il est important pour nous et j'y reviendrai. On fait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, voilà, pour schématiser, ça c'était les chiffres il y a un an. Et le vin, chose importante et la raison de ma présence ici, est devenu une catégorie stratégique pour France Boisson, même si vous l'avez compris, puisque nous sommes filiale d'Heineken, la bière reste une boisson, je vais dire, quotidienne pour nous. Le vin est stratégique parce que dans un certain nombre d'établissements, dans une typologie qui nous intéresse, on ne rentre pas dans ces établissements par la bière, mais par le vin. Donc il devient fidélisant, il devient source de prospection. Donc voilà pourquoi aujourd'hui il a une importance chez nous. Je vous propose de passer rapidement, je crois que l'intervention est courte, alors je vous propose de passer au prochain. Gardons en tête que nous avons à peu près 700 collaborateurs commerciaux, dont 350 vendeurs sur le terrain. Et là aussi c'est important et je vais revenir par là pour parler de RSE si vous le voulez bien. Dans quelques instants, avant de tout ça, vous terminez par vous dire qu'on a à peu près 3600 références de vin. Donc nous distribuons 3600 références
dont 3000 sont issus des régions, et 600 étant un tronc commun, c'est-à-dire qu'on arrive à livrer sur toute la France. Voilà. Est-ce que c'est interactif? S'il y a des questions, je réponds maintenant ou je réponds à la fin? Après. Après, très bien. On va faire juste on essaye de faire un petit tour de table, juste pour voir qui est autour de la table. Et puis après, je vous demanderai justement de m'expliquer un petit peu comment vous mettez en place les démarches RSE. Mais on va peut-être... Très bien. Donc Pierre-Philippe, alors l'un des fournisseurs de France Boisson, de quelques-unes des 3600 références de Denis Bonnet, pas suffisamment, jamais suffisamment, en tout cas en volume. Voilà, donc société coopérative, les Vignerons de Buzet est une société coopérative vraiment de premier degré, qui a été créée en 1953, qui aujourd'hui donc est uniquement dédiée à la viticulture et sur une AOC très particulière, donc l'AOC Buzet, qui est une petite appellation située entre Bordeaux et Toulouse, avec un tropisme culturel plutôt sud-ouest, bien que encore dans la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc nous sommes 188 adhérents sur une surface d'un petit peu moins de 1900 hectares, engagés en RSE depuis assez longtemps. On pourrait même se qualifier de pionniers, en tout cas dans notre filière, puisque on a pris conscience, j'irais quelque part, de la proximité culturelle que représente la RSE avec le modèle coopératif assez tôt, et nous nous sommes engagés donc dans la démarche d'évaluation au travers d'un collectif qui est le collectif 3D, dont on aura peut-être l'occasion de reparler tout à l'heure. Nous sommes engagés donc jusqu'à l'évaluation AFAC 26000, devenue depuis d'ailleurs RSE engagée, où nous avons atteint le niveau exemplaire, et nous avons été d'ailleurs la deuxième entreprise en France, tout secteur confondu, à obtenir cette évaluation. Voilà, donc un engagement déjà ancien de plus de 12 ans qui a, et on aura l'occasion d'en reparler, véritablement structuré la stratégie de l'entreprise. Et accessoirement, j'ai oublié de me présenter aussi, puisque outre le fait que j'assure la direction générale de cette entreprise, j'assure aussi la présidence de la commission RSE de COP de France. C'est important de le dire, puisque COP de France a réellement mis au cœur de sa stratégie les logiques RSE, et donc a décidé de créer un commission, je ne sais jamais, Benjamin m'en voudra pas, je mélange toujours ces notions-là, mais donc qui veille à essayer de faire la promotion de cette réflexion au travers de tout le réseau coopératif agricole français. Merci. Donc, Benjamin. Et donc, pour finir ce petit tour de table de chauffe, Benjamin Perdreau, responsable RSE au sein de COP de France. Donc, on rassemble, nous, les 2500 coopératives, nous sommes les fédérations professionnelles des coopératives agricoles et agroalimentaires. Donc, on rassemble les 2500 coopératives agricoles et agroalimentaires françaises. Quelques chiffres comme ça, 40% de chiffre d'affaires de l'agroalimentaire, une marque sur 3. On ne sait pas forcément que ce sont des marques alimentaires, mais il y a quand même des marques après qui parlent pas mal au public, quand on parle de Dossi, quand on parle de Brossard, de Francine. Ce sont de Delpera, excuse-moi, il faut que je prenne mon tropisme Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, il y a des marques assez connues, une marque sur 3, et les coopératives aussi. On a quand même, donc effectivement, Pierre le disait, et on en reparlera après, engagé une stratégie d'accompagnement RSE des coopératives déjà depuis une dizaine d'années, et c'est vrai que le berceau historique est en Nouvelle-Aquitaine avec le programme 3D, on en reparlera, mais c'est vrai qu'il y a aussi, pour COP de France, la nécessité d'expliquer aussi ce que c'est le modèle coopératif, puisqu'on voit que c'est pas forcément le modèle qui est le plus connu. On a par exemple des modèles comme les SCOP, qui ont pas mal le vent en poupe, qui sont assez dynamiques et qui attirent pas mal, mais on a toujours, je pense, intérêt à rappeler ce que c'est une COP, une coopérative agricole et agroalimentaire. Donc juste pour rappel, 3 points, la coopérative c'est quelque chose qui appartient aux agriculteurs, avec le côté gouvernance démocratique, une voix, une personne. Donc ça, là-dessus, c'est assez facile. L'objectif de la coopérative, c'est de valoriser la production des agriculteurs coopérateurs. Et le dernier point, bien sûr, c'est le côté local. On a les coopératives donc sont ancrées dans un territoire. On en reparlera un peu plus longuement dans la deuxième table ronde, mais ces 3 points donc appartiennent aux coopératives qui valorisent les productions des agriculteurs coopératifs et ancrées sur un territoire. Ouais. Justement, Benjamin, on va commencer peut-être par toi, puisque tu as le micro. Finalement, comment une fédération professionnelle comme COP de France accompagne les entreprises dans les démarches RSE ? Alors, ce que je disais, oui, effectivement, ça fait déjà depuis
depuis plus de 10 ans que COP de France accompagne les coopératives sur le sujet de la RSE, et donc est vraiment le berceau de la RSE pour COP de France, c'est vraiment Nouvelle-Aquitaine, où il y avait déjà eu plusieurs pionniers, dont Pierre était déjà là, qui se sont rencontrés il y a plus d'une dizaine d'années pour échanger sur ces sujets. Et donc, au fur et à mesure, il y a eu des structurations avec des outils, dont le programme 3D, qui est un outil de diagnostic où il y a plus de 200 diags qui ont été réalisés. Mais voilà, ça, on va dire, c'était l'acteur historique. Et depuis, donc, de plus en plus, on a développé un accompagnement global des coopératives agricoles et agroalimentaires sur le sujet de la RSE, puisque pour nous, la RSE, c'est un levier de différenciation sur les marchés aujourd'hui, et peut-être un prérequis dans les prochaines années à moyen terme. Donc c'est pour ça que nous, on va proposer un certain nombre d'outils pour nos coopératives agricoles et agroalimentaires. Et on est en train de constituer ça, on est en train un peu de mettre au pot commun les différents outils qui existent dans les fédérations régionales, puisqu'on est aussi un réseau régional, et on est en train de constituer un parcours RSE. Et ce parcours RSE, en fait, il se décline en 3 étapes. On a le côté plutôt sensibilisation pour des coopératives qui ne sont pas encore engagées dans des démarches RSE, qui se posent encore des questions, mais qu'est-ce que c'est que la RSE ? Quel est l'intérêt ? Donc, voilà, ce côté sensibilisation, c'est vraiment la première étape. D'ailleurs, le MOOC RSE qu'on vient de faire, cette première session cette année, est vraiment dans cette optique-là. C'est sensibiliser les gens sur le sujet de la RSE. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les apports ? Quelles sont les problématiques aussi qu'on peut rencontrer ? Il faut pas se voiler la face, il peut y avoir aussi des problématiques. Après, on a toute la deuxième étape. Je souhaite aller plus loin que la simple sensibilisation. Je suis convaincu, donc je souhaite mettre en place des éléments. Donc on va proposer des outils pour aller plus loin. Le programme 3D, on en a parlé, qui est vraiment un outil pour faire le bilan des bonnes pratiques mises en place dans sa structure. Donc ça, il y a plus de 200 diagnostics, on doit être à 220, 250, on n'a pas encore fait les stats cette année, mais bon, on est quand même, c'est un outil qui a vraiment été déployé fortement ces années. Et on va proposer après des outils plutôt après de valorisation. C'est très bien, on va en parler après, de mettre en place une démarche RSE, mais concrètement, comment j'arrive à le valoriser auprès de mes marchés. Et donc là, on a différents outils aujourd'hui. On a été retenu par la plateforme RSE dans l'expérimentation des labels RSE sectoriels. Donc là, on a proposé un label RSE pour les coopératives qui s'appelle Coopératives sont responsables. Donc le label vient de sortir, on est en train de structurer le plan d'action. Et on a aussi d'autres outils. Et ça prouve qu'il y a un intérêt de plus en plus fort sur le sujet de la RSE par les distributeurs, ce qui s'appelle Valorise. Et Valorise, qui est un outil en fait d'auto-évaluation RSE entre distributeurs et fournisseurs. Et là, l'idée, c'est au lieu d'avoir 40 000 questionnaires, c'est d'avoir plus qu'un seul questionnaire, du gain de temps pour les fournisseurs qui ne sont pas forcément super contents de remplir des questionnaires pour pas grand-chose. Donc voilà un peu, on va le dire comme ça aujourd'hui. Remplir des questionnaires, mais derrière, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de valorisation derrière de la démarche mise en place. Donc voilà, nous, on est sur un accompagnement sur ces 3 étapes, de la sensibilisation à l'accompagnement jusqu'à la valorisation, et qu'on aimerait que ça se retranscrive plus fortement dans les marchés, cette valorisation des démarches RSE. Ouais. Alors justement, on va voir avec Pierre-Philippe des Vignerons de Buzet, finalement, pourquoi vous avez engagé une démarche RSE. On a rappelé que vous étiez pionnier, donc qu'est-ce qui vous a motivé? Comment vous avez fait? Alors, moi, les circonstances, quelque part, m'ont aidé. Elles étaient plutôt mauvaises, d'ailleurs, pour l'entreprise. L'entreprise allait extrêmement mal quand je suis arrivé à la direction de la coopérative des Vignerons de Buzet. Et donc, je le disais tout à l'heure, l'observation, déjà, du modèle coopératif. Comme j'étais un nouvel arrivant moi-même dans le monde coopératif, j'ai découvert, évidemment, toutes les vertus sublimé de ce modèle, puisque là j'ai fait ma conversion moi sur le chemin de Damas, je suis le Saint Paul de la coopération. Donc quelque part, du coup, j'ai trouvé que c'était un modèle tout à fait remarquable et qui se mettait parfaitement en phase culturellement avec justement tous les principes évoqués par la RSE. Comme on n'allait pas très bien, donc on n'avait pas de projet stratégique véritablement, et que il nous fallait trouver en plus, comme je l'ai laissé un petit peu sous-entendre dans mon préambule, quelques facteurs de différenciation, par le fait que nous n'étions effectivement en Nouvelle-Aquitaine, mais pas à Bordeaux, avec des cépages bordelais
mais dans la famille Sud-Ouest. Et là, Denis sait de quoi je parle. C'est effectivement, aujourd'hui, nous, on est un peu atypique dans la famille Sud-Ouest. Donc, je suis parti en RSE, où je suis rentré dans ce chemin-là, par à la fois cette proximité culturelle et par le fait que ça me donnait l'opportunité d'avoir un message de différenciation avec mes concurrents. Alors, ce qui était à l'époque un message de différenciation, à mon sens, aujourd'hui, est en train d'évoluer. C'est-à-dire que, très clairement, je pense que la RSE va devenir, et je pense que là-dessus, Denis en reparlera aussi très clairement, un prérequis pour pouvoir justement discuter avec des interlocuteurs de ce niveau. Mais pour autant, donc, je suis rentré, moi, dans cette démarche-là, parce qu'elle correspondait donc culturellement à la génétique de l'entreprise et parce que nous avions besoin de facteurs de différenciation. Mais bon, quelque part, c'est comme disait, je vais faire une autre citation, Schopenhauer, j'aime beaucoup celle-là, c'est en pratiquant la vertu qu'on devient vertueux. D'accord. Et du coup, est-ce que ça fait sens d'être coopératif? Est-ce que ça rend plus sensible aux démarches de responsabilité sociétale ou pas Qu'est-ce qui fait que finalement... Alors, c'est effectivement, oui, je crois effectivement que par la nature, par les statuts même de l'entreprise, on a évidemment une culture qui est beaucoup plus, je vais peut-être le dire différemment, on a une culture du temps long. On a une vision portée à plus long terme parce que toute la préoccupation dans un système coopératif comme le nôtre est de garder l'ancrage territorial, de garder donc ces familles. Moi, c'est 188 adhérents, c'est une centaine de salariés, c'est un périmètre, on va dire, d'impact social d'environ 500 familles dans un département qui est plutôt pauvre sur le plan population, hein, on est moins de 300 000 habitants à Lot-et-Garonne. Donc voilà, donc il y avait cette notion-là d'ancrage territorial. Évidemment, par essence, dans une filière agricole qui est la viticulture, sur lequel il y avait des problématiques environnementales qui commençaient à poindre assez fortement, et notamment sur ce qu'on voit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire cette obligation qui nous est imposée par la société, mais et sur laquelle on est légitime à répondre, de la réduction des intrants. Donc une vision environnementaliste qui commençait à être un petit peu plus prégnante. Voilà, donc tous ces éléments faisait que, évidemment, j'avais aussi à assurer la pérennité économique de l'entreprise. Hein. Ça, c'est aussi le premier fondement. Donc, la notion de développement durable, de pérennité de l'entreprise, c'était quelque chose qui permettait de s'inscrire assez naturellement dans cette recherche. Sachant qu'à l'époque, on avait peu de modèles, peu d'explications, que la norme ISO 26000 était encore assez balbutiante, en tout cas dans la communication qui en était faite. Donc voilà, on a cheminé comme ça quelques-uns, et je crois que c'était un parcours tout à fait intéressant. Oui, mais alors il n'y a pas des freins, ou qu'est-ce qui explique finalement que ce n'est pas des... Alors bien sûr qu'il y a des freins, il y a des freins de toutes sortes. Le principal frein dans notre cher pays, c'est déjà de changer de modèle, de changer nos habitudes. Moi, quand j'ai parlé la première fois en Assemblée Générale en 2005 aux vignerons qui avaient des problèmes de rémunération et d'écoulement de leur stock, on va se lancer dans la RSE. Je ne peux pas vous dire que j'ai eu un enthousiasme de la foule. C'est-à-dire, les gens ne se sont pas levés dans les gradins pour dire bravo, quelle idée lumineuse. Non, on m'a regardé avec un air atterré en disant bon, celui-là, il va être directeur pendant 6 mois. Et puis après, on va en trouver un qui nous vend plus et plus cher. À France Boisson. Et puis bon, à France Boisson, ils ont dit attends, ils sont gentils là, les garçons, là, mais France Boisson, mais d'autres, hein, Leclerc, Carrefour, etc. On dit mais bon, oui, ça marche pas comme ça. Et chez Vigneron de Buzel, les salariés sont impliqués aussi. Il n'y a pas de RSE sans implication des salariés. Je dirais que c'est l'ensemble des parties prenantes. Hein. Nous, on parle souvent de ce mot-là, mais de façon très simple, c'est qui est attrait à la cause. La cause, elle intéresse les adhérents, bien sûr, les 188 familles dont je parlais. Elle intéresse des salariés, une centaine de familles, là aussi. Et évidemment, le fait d'avoir une stratégie partagée qui soit à la fois claire, et aussi un autre sujet qui est assez intéressant et qui n'est pas souvent révélé quand on parle de RSE, je parlais de cette logique de long terme. La logique de long terme oblige à une constance dans l'action. Et le fait d'être constant dans l'action, constant dans son propos stratégique,
rassure aussi les parties prenantes de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, il y a, je crois, ou en tout cas c'est le retour qu'ils nous en font, une certaine fierté à partager un projet qui est structuré, qui est constant, sur lequel effectivement, et qui est équilibré, à la fois pas simplement sur le fait d'assurer la pérennité économique et la rentabilité et gagner encore plus d'argent, etc. Ça, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est, voilà, moi je retrouve de la fierté, par exemple, chez nos adhérents, quand on évoque, au travers de je ne sais quel bilan faunistique ou floristique, une amélioration, par exemple, de nos critères en termes de biodiversité. Je retrouve de la fierté. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont des gens qui ont choisi de travailler dans la nature, dans l'agriculture, et que, certes, ils ont besoin de pérenniser leur structure, et c'est normal, mais ils ont aussi une certaine joie et une certaine fierté à pouvoir retrouver ces fleurs ou ces abeilles qui butinent par là, qu'ils avaient un peu vu disparaître. Voilà. D'accord. Et donc, si on voit l'intérêt que présente la RSE, donc si j'ai bien entendu, ça permet de gagner de l'argent, la RSE. Donc, on va voir. Donc là, on va voir un petit peu avec un partenaire. Non, mais enfin, ça permet de gagner de l'argent. Il y a déjà le fait de s'interroger sur ces pratiques et d'essayer d'observer les bonnes pratiques des autres vous permet quand vous commencez à vous préoccuper de l'eau autrement que par le fait de dire, moi c'était des réactions que j'avais de certains de mes salariés en disant, c'est pas grave, on pompe dans la nappe phréatique. Ouais. Certes, ça ne nous coûtait rien à l'époque, mais quand même, voilà, c'est pas si simple. Donc le fait de rentrer dans des bonnes pratiques, vous avez déjà des économies de productivité. On le sait, hein, on a une étude Greenflex qui le démontrait, c'était il y a quelques temps de cela. On considère que les entreprises engagées en RSE ont une productivité améliorée de l'ordre de 14%, je crois, hein, c'est ça, Benjamin? France Stratégie. Alors, France Stratégie, pardon, 13%. Ouais. Donc voilà, donc oui, il y a aussi cette meilleure rentabilité qu'il faut par une étude plus approfondie effectivement de ce que l'on fait, quoi. Ouais. Donc on va voir avec France Boisson maintenant comment vous percevez la RSE et comment vous la mettez en œuvre dans votre entreprise. Alors volontairement, je vais commencer presque par la fin et je vais revenir après sur une argumentation en vous disant que finalement c'est pas si simple. Alors la question, est-ce que la RSE au sens large peut être un levier de différenciation? Oui, j'irai même plus loin, ça peut être un levier de croissance. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Si on parle de RSE, ce qui est visible de la part des clients, des consommateurs, enfin de nos clients, nous, France Boisson, c'est-à-dire des restaurateurs et des consommateurs finaux, c'est les labels environnementaux. Alors une fois que j'ai dit ça, on a tous en tête les labels environnementaux et principalement le bio. À côté de ça, je parlais tout à l'heure de 3620, on commercialise à peu près une quinzaine de labels environnementaux différents chez France Boisson. Alors on a commencé par faire un micro-trottoir il y a quelques semaines de ça, en interrogeant les clients, les consommateurs dans la rue, et en leur demandant s'ils connaissaient tel ou tel label, tel ou tel logo. Hormis évidemment, alors je dis évidemment parce que maintenant ça me paraît une évidence, mais hormis le bio, les autres sont assez méconnus. Donc il y a une problématique, c'est que nous, France Boisson, distributeurs, on met sur le marché des vins que nous sélectionnons, pour faire simple, sans rentrer dans les détails, que nous sélectionnons et que nous proposons à nos clients restaurateurs. Donc on se doit de savoir de quoi on parle, premièrement, et puis l'idéal, c'est de pouvoir apporter à nos clients restaurateurs un certain nombre d'éléments d'information qui peuvent leur permettre de les vendre correctement et d'en vendre idéalement davantage, même si on sait que la consommation de vin au restaurant est relativement limitée. Donc il y a effectivement une multitude de labels, ça c'est un peu le bras armé, j'ai envie de dire, de la RSE, si l'on considère qu'on parle que d'environnemental dans la RSE, mais finalement ça permet d'avoir un angle intéressant parce que moi, France Boisson, faut pas être philanthrope, on est là pour faire du business, hein, on est là pour vendre les vins de Pierre et d'autres, et donc on fait du commerce, et on est là pour ça, c'est pas, voilà. C'est pas sale, on peut l'avouer. Non mais c'est important parce que j'ai participé ces dernières semaines à plusieurs réunions où on parle de ça et je crains qu'on oublie, ou en tous les cas qu'on ne parle pas assez du consommateur final. Et c'est la raison pour laquelle moi je prends le micro et je viens dans ce type de débat, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au bout de la chaîne, quoi qu'on fasse en amont, avec des démarches qui sont très vertueuses, très respectueuses, si on ne transforme pas l'essai sur le terrain, j'allais dire, façon de parler, mais en tous les cas dans les restaurants pour ce qui me concerne, bah, c'est presque du gâchis, j'ai envie de vous dire. Voilà.
Et pour être très honnête avec vous, moi c'est un sujet qui m'intéresse, mais depuis peu. Et en fin de compte, je l'ai pris par un angle, je me suis dit où est le danger? Alors vous allez me dire, RSE, il n'y a pas de danger. Bah si, pour moi, il y en avait un. Sur les 100% de vins que je vends, à peu près 5 à 10% de nos vins sont labellisés, bénéficient d'une démarche environnementale particulière. Okay, 5 à 10%. Bon, alors, si je vous le dis comme ça, France Boisson vend 36 millions de bouteilles à l'année. Donc là, tout de suite, ça fait un peu l'industriel du vin, mais en même temps, les distribue, ces vins-là, et fort heureusement. Heureusement qu'il y a des gens comme nous qui le faisons. Donc je reviens sur le côté dangereux. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas de dangerosité sur la RSE. Bah si, parce que, à contrario, on peut me dire que 80% des vins que je distribue sont ni sains ni vertueux. Donc potentiellement dangereux, si je fais un raccourci. Hein. Parce que ça a été très à la mode ces dernières semaines quand on parle de labels environnementaux, des RSE, on a parlé du vegan, etc. Et presque, et j'ai même assisté à une réunion, pour être très honnête avec vous, de quelqu'un qui parlait du label vegan, qui l'a expliqué à la salle, et en fait il se trompait. Donc tout ceci explique que finalement les consommateurs sont dans le flou, que les restaurateurs exploitent mal, voire pas, les labels environnementaux, et donc ne se servent pas des démarches qui sont entreprises la RSE pour promouvoir les vins et vendre davantage. Voilà. Donc moi je prends mon bâton de pèlerin, je viens, j'explique qu'on a tous intérêt à ce que les efforts qui sont faits en amont dans la filière servent en aval. Voilà. Donc on se connaît bien avec Pierre parce qu'on a échangé, on a des projets d'ailleurs en commun, des choses qu'on a fait, des concepts, ce que j'appelle concepts, notamment sur le vegan. Je vous parlais de dangerosité tout à l'heure. Pareil, le vegan, je peux faire très court. Si je me contente de dire à nos commerciaux, je vous disais tout à l'heure à peu près 350-400 commerciaux qui vont sur le terrain tous les jours vendre du vin. Pas que ça, mais vendre aussi du vin, puisque France Boisson est un généraliste. Hein. On n'est pas un spécialiste de la vente du vin. Si je dis à mon commercial, voilà, label vegan, enfin le vegan, si on te pose la question, tu dis simplement qu'il n'y a pas d'intrant animal. Hop, et je me contente de ça. Il va réfléchir, il va se dire, mais d'intrant animal, comment c'est possible qu'il y ait de l'intrant animal dans le vin? Alors d'abord, il va mal le comprendre, donc forcément, soit il ne l'expliquera pas, auquel cas, c'est pas judicieux pour France Boisson. Au pire, il va mal l'expliquer, donc le restaurateur va entendre ça, il va mal l'expliquer à ses clients. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, la responsabilité sociale de France Boisson, là, dans le cas présent, c'est d'être aux côtés de ses partenaires pour que tout le boulot qu'ils font en amont de la filière, on puisse l'expliquer. Et là, ça deviendra un levier, non plus de différenciation, mais un levier de croissance. D'accord. Donc si on comprend bien, finalement, on n'a pas besoin d'être très gros pour mettre en place des démarches de RSE. Ça peut rapporter. Ça implique des parties prenantes, ça mobilise le projet d'entreprise, finalement. Mais pourquoi c'est pas plus répandu, finalement? Pourquoi qu'est-ce qu'on peut faire pour développer un peu plus ce type de démarche? Et là, je m'adresse un petit peu à l'ensemble. Je vais prendre la parole là-dessus. Alors, il y a la difficulté, mais ça, Pierre, enfin, je vais mal citer Pierre, mais c'est à peu près ça. La RSE, vis-à-vis du consommateur, c'est assez peu parlant. Quand on va lui vendre un logo RSE, bon, RSE, réseaux sociaux d'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, ça va pas forcément trop parler aux consommateurs. C'est assez une marque sans affect en fait RSE. Donc c'est vrai qu'il y a plus après, par exemple, ce que Buzet va développer sur des axes bien particuliers de la RSE, donc biodiversité, environnement. On voit aussi le succès aujourd'hui que connaît C'est qui le patron, où on a des engagements sur un cahier des charges qui est établi par le consommateur avec une juste rémunération des producteurs. Il y a des angles après en fait dans la RSE qui suscite en tous les cas un intérêt des consommateurs et qui va permettre de faire décoller ce type d'approche. Après, donc ça on est plutôt sur le côté, on va dire, B2C. Côté B2B, on a quand même de plus en plus un intérêt, en tous les cas, des marchés sur la RSE. France Boisson commence à déjà initier en fait une prise en compte avec 5 à 10%, je pense que c'est déjà pas mal de prise en compte dans le sujet de la RSE, mais les distributeurs aussi, la grande distribution, ce sont aussi des sujets qu'elles s'emparent. Mais effectivement, il y a toujours les difficultés après de reconnaître cette fameuse troisième voie entre le conventionnel et le bio. Aujourd'hui, quels sont les différents labels qui me permettent de savoir, de reconnaître que telle culture a été faite avec moins d'intrants, en prenant en compte la biodiversité. Et là, effectivement, il y a
une multitude de labels et le consommateur va avoir des difficultés. Les consommateurs, mais aussi le distributeur, il ne sait pas trop sur quel label s'appuyer pour dire bah tiens, je vais plutôt choisir le label HVE, je vais peut-être choisir le label Agri-Confiance parce que bah, je sais que derrière il y a un certain un cahier des charges sérieux sur ce sujet-là. Aujourd'hui, voilà, il y a une difficulté quand même à valoriser ces approches-là. Aussi bien au niveau du B2C, puisque RSE est difficilement compréhensible pour les experts, hein, même pour les experts c'est un peu difficile, et en B2B, sur quoi s'appuyer? Oui, j'ajouterais que effectivement, la RSE, c'est pas aller vers un label. La RSE, pour moi, c'est plus vécu comme un mode de pensée. Et je m'en suis rendu compte quand on a fait des études de consommateurs. Si vous vous arrêtez à ce simple stade-là, effectivement, la lisibilité est presque nulle. Donc vous êtes obligé, nous c'est la stratégie qui était évoquée à l'instant, c'était de dire, ben, comme je ne peux pas parler RSE simplement, mais que ce mode de pensée m'a conduit dans un certain nombre d'actions vertueuses, je vais essayer de faire labelliser ces actions-là au travers de produits qui vont devenir des marqueurs. Par exemple, nous, bah, évidemment, on a du bio, évidemment, on a du HVE, évidemment, on a du bee-friendly, etc., etc. Autant de démarches qui signifient finalement notre engagement dans un processus qui se veut vertueux. Et donc, c'est vraiment un mode de pensée. Moi, vous avez remarqué, j'aime bien les petites formules. Moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est un petit peu, c'est équivalent au bifidus actif, quoi. Ce qui est bon à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez une démarche sincère et construite dans l'entreprise, bah, ça va finir par émaner extérieurement au travers de différents supports. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas, et tout le monde est à la recherche de ça, hein, parce que très clairement, c'est l'obsession de chacun aujourd'hui, c'est de dire comment on va faire pour que en quelques secondes, en mettant ça, bah, en ce qui nous concerne, sur une bouteille, mais demain, je ne sais pas, sur un pack de je ne sais pas quoi, voilà, le client ou le consommateur final, qui est effectivement notre seul et unique patron, hein, c'est la grande préoccupation aujourd'hui de tout chef d'entreprise, c'est de savoir en quoi il va satisfaire aux attentes des consommateurs. Comment, en quelques secondes, on va pouvoir faire passer l'ensemble des bonnes pratiques, de notre volonté, etc., avec un consommateur qui, en face, lui, est effectivement dans une réflexion d'achat qui a quand même bien changé, et notamment quand on voit au fil des générations qui se rajeunissent, on voit percer cette notion d'achat responsable. Pendant très longtemps, le seul critère de choix, c'était le prix et éventuellement la qualité dans un ordre qui dépendait de votre pouvoir d'achat, je dirais, quelque part. Aujourd'hui, cette notion d'entreprise engagée, responsable, est de mieux en mieux ou de plus en plus recherchée. Il y a des célèbres exemples, hein, je veux dire, Patagonia, pour prendre des filières qui ne sont pas du tout dans l'alimentaire, etc. Donc voilà, donc il n'y a pas de label magique aujourd'hui. C'est vraiment c'est ce que tout le monde recherche. Est-ce que c'est ça qu'il faut chercher? Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on en avait un, dans le vin en tout cas. C'était l'AOC. L'appellation d'origine contrôlée était le premier signe de qualité qui était censé regrouper à la fois un ancrage territorial, une qualité requise, etc. Ça parlait aux consommateurs. Aujourd'hui, on l'a un peu évoqué aussi ce matin, les bio commencent à être un peu attaqués parce qu'on se dit mais bio c'est bien, mais il y a eu une saisine là au niveau du Conseil économique et social où on dit le label AB, ok, mais le label AB il est un peu léger sur les aspects liés à la RSE. Et il va peut-être falloir renforcer de ce côté-là. Donc vous voyez, donc la RSE rentre de plus en plus dans les préoccupations, mais elle n'est pas labellisable en tant que telle, puisque c'est une démarche, c'est une façon de penser. Il n'y a pas de certification de toute façon, il n'y a que des évaluations tout au plus, et qui peuvent paraître des fois un peu empiriques dans certains cas, mais c'est pour ça que nous on a fait le choix plutôt d'aller dans une certification dans une évaluation de type AFNOR, parce que c'est une tiers partie qui vient vous évaluer. Mais voilà, il n'y a pas d'absolu, effectivement. Voilà, je suis dans mon rayon, il y a 800 références de vin devant moi. Ah ben tiens, lui il est RSE, je vais le prendre. Non, ça n'existe pas. D'accord.
et pour France Boisson. Oui, alors moi je voudrais rebondir sur une chose, Benjamin. Vous disiez tout à l'heure que le distributeur choisit tel ou tel label. On les met en marché. Il n'y a pas de prise de position sur tel ou tel label. En tous les cas, on ne rentre pas dans le détail des cahiers des charges et je m'y interdis parce que ce n'est pas mon job. Mon job, c'est de les commercialiser et de le faire le mieux possible. Maintenant, on parlait des RSE. On peut considérer qu'on a le savoir-faire, incontestablement, sur des cahiers des charges peut-être différents les uns des autres. Je parle des labels environnementaux, mais en tous les cas, il y a un savoir-faire. Alors, pour reprendre une formule simple aussi sur ce coup-là, c'est que savoir-faire, on l'a. Maintenant, c'est le faire savoir. Donc, je vais rebondir à l'instant même. Tu disais un consommateur devant le rayon peut prendre la bouteille en main dans n'importe quelle grande surface, voir un label, un tant soit peu avec son smartphone, il cherche un petit peu et il a les infos. Bon. On va tous au restaurant, vous allez tous régulièrement, j'espère. Et quand vous choisissez un vin sur une carte de vin, le seul label qu'on voit, et encore très rarement, c'est le bio. Tous les autres n'apparaissent pas. Moralité, tout le boulot qui est fait par les partenaires de France Boisson, de mettre des labels, de s'engager, n'est pas traduit sur le terrain, j'ai envie de dire, dans les fêtes. Donc ça, c'est dommage. Quelque part, quand je dis ça, c'est... donc on a, nous, édité des petites plaquettes qu'on remet aux commerciaux avec tous les labels qui existent et on leur demande de les coller. C'est des plaquettes autocollantes, je te montrerai. On leur demande de les coller sur les cartes, parce qu'en plus de ça, quand vous dites à un restaurateur « Ah bah oui, mais sur ce vin-là, vous devriez mettre le logo Agriconfiance, par exemple, hein, ou Terravitis ou quoi que ce soit. » Le client va vous dire « Oui, mais attendez, moi mes cartes, je les ai imprimées la semaine dernière, j'ai 20 exemplaires, ça m'a coûté 1 000 €, je veux bien, mais vous me les payez. » Je ne peux pas faire ça à tout le monde, sinon on ne s'en sortira pas. Donc on a, je vous montrerai, on a imprimé des petits autocollants. Donc j'insiste sur ça, c'est que ce qui est super important, l'enjeu pour moi de la RSE, ça va être de le traduire jusqu'au consommateur final, jusqu'au client. Quel que soit le circuit d'ailleurs, y compris en grande distribution. D'accord. Très bien. Bon, je crois qu'on arrive à peu près au temps des questions. Donc ce que je vous propose, c'est d'ouvrir le débat avec la salle, avec la ligne. S'il y a quelques questions. Oui. Ça dépend à quelle époque là, on parle. Enfin, c'est à moi que vous vous adressez, ouais. Éventuellement, ouais. Pardon, comme je vous voyais me regarder, donc c'est pour ça. Ça dépend à quelles époques, parce que quand vous êtes il y a 12 ans, c'est très clairement pas les clients. Ils n'en parlent pas, voilà, ils n'en savent rien. Donc il faut que ça parte. Enfin, une démarche RSE part d'abord de la volonté de la gouvernance de l'entreprise. Je crois que ça c'est un élément extrêmement clair. Donc au début, c'est plutôt une démarche assez verticale. Qui a pour volonté de s'horizontaliser ensuite, parce qu'il faut effectivement que ça capillarise dans tous les éléments de l'entreprise. Donc au départ, c'est véritablement une volonté de la gouvernance. Aujourd'hui, on commence à voir arriver dans des cahiers des charges sur des marques distributeurs en France comme à l'étranger au demeurant, hein, parce que c'est pas que franco-français. Aujourd'hui, les monopoles d'achat, nous par exemple sur le Québec ou l'Ontario, enfin bref le Canada ou l'Europe du Nord commencent à évaluer une partie de leurs critères d'achat sur justement votre engagement sociétal. Donc là, c'est arrivé ça plutôt dans un deuxième temps, les clients. Et je dirais qu'arrive dans un troisième temps, là, peut-être, ou en tout cas c'est ce que je commence à percevoir, peut-être demain, et en tout cas ça se voit chez les jeunes générations, on intéresse plus facilement en recrutement des cadres en particulier, hein, si votre entreprise s'est engagée dans cette démarche-là. Donc vous voyez, d'abord je dirais qu'au fil du temps c'est plutôt la gouvernance, ensuite le marché, et enfin, je dirais, les salariés ou futurs salariés. Voilà, je résume, mais c'est à peu près mon ressenti de la percolation de cette logique-là dans le système. Je voudrais ajouter quelque chose, parce que du coup, je parle beaucoup du consommateur, c'était l'objectif de mon intervention, mais aussi pour dire qu'en amont, France Boisson est sensible aux démarches RSE entreprises par ses partenaires. Alors Pierre le sait bien, parce que il y a quelques mois, on a pris la décision de diminuer les délais de paiement pour les fournisseurs de France Boisson engagés sur la norme ISO 26000 qualité d'exemplaire. Alors, vous allez me dire, il n'y en a pas beaucoup, dont acte, ils sont déjà 5, me semble-t-il. Il y a les confirmés, on va peut-être trouver d'autres méthodes. Et puis, depuis le 1er juillet, on a décidé de mettre en place
une valorisation différente en sourcing, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus attentif aux fournisseurs engagés dans ce type de démarche. Et lors de nos dégustations, puisqu'on a un comité de dégustation, on choisit en fait de distribuer tel ou tel vin après l'avoir dégusté et après que celui-ci ait une note minimum, alors, sans rentrer dans le détail de notre fonctionnement, mais de 12. À partir du moment où ce vin aura une note de 12 et qu'on aura identifié un label ou une démarche RSE, il se verra gratifié d'1 point supplémentaire, ce qui lui donnera la possibilité de sortir devant les autres. Ça sera un moyen aussi de reconnaître le travail que nos partenaires réalisent en amont. Voilà. C'est-à-dire vous engagez financièrement à soutenir, à reconnaître ? Alors non, indirectement non, enfin directement oui, indirectement non. C'est-à-dire qu'on va gratifier les vins, comment dirais-je, on va pouvoir commercialiser davantage de vins qui sont démarchés RSE. Labellisé d'une démarche RSE. D'accord. Okay. C'est une façon de vous engager auprès des producteurs pour développer ce genre de démarche. Oui, absolument. Enfin, gardons en tête que c'est une caution quand même, les démarches RSE. Que derrière ça, il y a un travail, qu'il y a des contraintes, bien souvent. Nombre de labels ont des cahiers des charges, d'abord sont privés, peu sont d'État en tant que tels, des labels privés, mais pour autant, le cahier des charges, même s'il est établi à minima, il tient compte d'un certain nombre de contraintes. Voilà. Donc ça, je peux pas, moi, si vous voulez, je peux pas regarder un fournisseur de vin, et je le dis beaucoup plus facilement que j'ai travaillé dans différents circuits de distribution dans ma vie, notamment un qui était la grande distribution, où les rapports ont changé, bref, sans rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, je ne peux pas, moi, ne pas être attentif à une démarche entreprise par un partenaire de France Boisson qui fait des efforts en amont. Non, ça ne serait pas reconnaissant. D'accord, très bien. Oui. Je veux bien répondre. Reprenez peut-être la question, parce que c'est pas dit. Oui, alors la question c'était, n'y a-t-il pas trop de labels ? Merci. Alors moi, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé une réunion en disant trop de labels tue le label. Oui, en effet, il y a beaucoup de labels. Certains sont légitimes, d'autres pas, et je vous disais tout à l'heure que je ne veux pas rentrer dans ce type de considération, mais en tous les cas, il y a une problématique de visibilité de la part du client. Voilà. Les micro-trottoirs qu'on a réalisés à Angers, on les interroge sur 12 labels. Le seul qu'ils connaissent, c'est le bio. Et quand ils vous disent connaître un petit peu, le type va vous dire il y a la caméra, etc. Il va vous dire Terravitis, oui, j'ai entendu parler. Dans les faits, c'est pas le cas. Il n'y a pas très longtemps, je recevais un fournisseur de France Boisson qui vient me voir très content et qui me dit Denis, ça y est, je suis prêt, je sors mon label. Bon, je dis parfait, donc il s'appelle comme ça, il me montre le logo, il me dit t'as vu, c'est chouette, regarde sur la contre, j'ai super et tout. Mais je dis vous êtes combien ? Il me dit je suis tout seul. Mais je dis donc, tu es tout seul, tu fais ton label, mais ça va te servir à quoi ? Enfin, quelle légitimité ? Et puis en plus de ça, tu vas venir sur le 14e ou le 15e label. Donc moi, mon truc, c'est aussi de dire stop. À un moment donné, je crois qu'il faut cesser non pas cesser la démarche de labellisation, si je le dis comme ça, je m'exprime mal, pardon, mais en tous les cas, de pouvoir se parler, de prendre conscience que toutes les démarches, j'utilisais tout à l'heure volontairement le mot de gâcher, c'est du gâchis. C'est parce que ça ne va pas jusqu'au bout de la filière, en fait. Voilà. Ça ne va pas jusqu'au consommateur final. Donc, essayons ensemble, et Pierre le sait, il y a des démarches qu'on va essayer d'entreprendre pour donner un peu de clarté sur tout ça, sur les labels environnementaux pour les clients. Voilà. Chose que l'État pourrait faire d'ailleurs. L'État y participe, mais entre autres. Justement, donc du coup, on a aussi une question. Finalement... on peut avoir des entreprises qui s'engagent, on peut avoir différents labels RSE. Finalement, qu'est-ce qui permet de distinguer un réel engagement ou pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de soutenir une bonne démarche par rapport à des personnes qui pourraient utiliser un label de manière un petit peu abusée ? De la sincérité des démarches, donc c'est ça la question. Alors ça, c'est. Au moment qu'il n'y a pas de certification, à un moment, on peut se poser la question de savoir quand si. Il y a pas de quand il n'y a pas de certification ou d'évaluation. L'exemple qu'on a pris avec Denis, puisqu'on a eu cette réflexion avec quelques-uns des fournisseurs, il nous a amené dans un coin reculé de la Belgique pour réfléchir à cette question-là. Et il y a quelques mois de cela, ou semaines, mois, oui, maintenant. C'était de se dire il faut qu'on essaye de trouver une plateforme commune de logique. Et la seule plateforme qu'on ait trouvée
à ce jour pour parler véritablement de RSE et qui couvre de façon la plus robuste, nous semble-t-il, la démarche, c'est le label, ou du moins, pardon, je vais y arriver, l'ISO 26000. Voilà. Donc après, quel que soit, je dirais, le référentiel qui est ensuite mis en place, si tant est qu'il est à minimum validé par des tiers. C'est-à-dire que moi, comme je dis régulièrement, l'auto-évaluation, la dernière fois que j'ai fait une auto-évaluation, c'était en CM2, je devais être le seul de la classe à être honnête ce jour-là. J'ai eu la plus mauvaise note de la classe, donc j'ai dit définitivement, je ne me ferai plus avoir. Donc voilà, donc l'auto-évaluation, c'est fini. J'y crois pas du tout depuis le CM2. Donc ça fait un bail. Donc à partir de là, ouais, je suis plus dans l'idée d'avoir un corpus de base qui est l'ISO 26000. Ensuite, il y a différents référentiels. Nous, on a choisi celui de l'AFNOR parce que c'est l'association française de normalisation, voilà, donc ça pose. Mais donc ça évalue, ça permet de dire qu'on a été jugé par un tiers, par quelqu'un d'extérieur à nous, donc, et à partir de là, ça permet de construire un discours au travers. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, il y a une multiplication de labels, mais les gens, il en faut quand même un certain nombre sur certaines sensibilités qui vont être plutôt des gens plutôt attirés par le bio, d'autres vont être plutôt attirés par la protection des abeilles. C'est pour ça que nous on est rentré dans ce sujet-là aussi. D'autres vont être, je sais pas, il y a un nouveau, un label qui est beaucoup plus promu actuellement par le gouvernement, qui est HVE aussi, on n'en a pas parlé, mais qui couvre aussi un certain nombre de questionnements, alors plus de nature environnementale aussi. Donc voilà, bon, ça c'est des marqueurs au sein d'une politique générale et d'une réflexion générale qui est basée sur le 26000. Voilà. Donc la sincérité, après, je dirais que la sincérité des gens, elle se juge aussi dans la continuité de leur action. Je parlais de constance tout à l'heure. Attention aux résistants d'août 44, quoi. Encore une fois, ceux qui vont arriver parce qu'ils vont se dire, là, il y a une opportunité. Moi, je rencontre des gens qui me disent, bah oui, mais bon, ils voient ça comme si c'était une norme IFS, par exemple. Bah non, pas du tout. Alors, là encore, si ça les ramène dans le droit chemin, tant mieux. Si c'est simplement dans l'idée, effectivement, de faire ce fameux mot à la mode du greenwashing, c'est bien dommage, mais je pense que l'histoire les rattrapera. Parce que très clairement, sur le long terme, une démarche qui est un peu trop cosmétisée, comme ça se perçoit. Voilà. D'accord. Je crois qu'il y a une question dans la salle. Je voulais juste rajouter là-dessus sur l'effet greenwashing, l'effet greenwashing en plus. Les distributeurs, ou les différents marchés maintenant on va dire, ont gagné en maturité sur le sujet de la RSE. Peut-être qu'il y a 5-8 ans, on pouvait peut-être un peu enfumer, on va dire, les clients distributeurs sur le sujet. Ils ont vachement gagné en maturité et je pense que c'est beaucoup plus difficile. Et si on a une entreprise qui fait de l'opportunisme en développant, je sais pas, son propre label RSE, effectivement, ça peut se retourner contre elle. Donc après, un bon marqueur pour savoir si c'est une démarche RSE vraiment de long terme, c'est que la RSE soit intégrée dans la stratégie de la structure. Et voire même, il y a eu une modification du business model de la structure. Là, c'est encore le mieux, c'est le Saint Graal un peu. Et effectivement, l'ISO 26000 est vraiment la base là-dessus sur la RSE. C'est, on va dire, le référentiel commun au niveau mondial. Il faut savoir que sur l'ISO 26000, donc c'est un texte qui a été publié en 2010 de 140 pages. Donc bon, voilà, ça peut être une idée lecture pour cet été. Mais côté agroalimentaire au niveau français, on a décidé en fait de rendre ce document plus compréhensible et plus opérationnel pour les acteurs de l'agroalimentaire. Donc c'est pour ça en 2012, il y a eu une déclinaison de l'ISO 26000 avec l'AFNOR pour rendre ça plus compréhensible pour l'agroalimentaire. Donc il y a un document normatif qui a été publié qui répond au doux nom de ACX 30030. Toujours des noms comme ça, sexy, qui vous donnent envie de lire ces livres, ces publications. Et il faut savoir que cette norme française donc, est actuellement au portage au niveau international, au niveau ISO. Et donc on va arriver en 2019 sur une norme ISO 26030, donc avoir un référentiel international commun sur la RSE dans l'agroalimentaire. Ce ne sera toujours pas une norme certifiable, mais au moins toutes les personnes pourront se rattacher
à cette norme ISO 26030, dire bah voilà, tous les acteurs de l'agroalimentaire pourront se référencer là-dessus, qu'on soit du viti, qu'on soit sur des filières longues sucrières, céréales, on aura cette base-là qui sera plus compréhensible pour les opérationnels de l'agroalimentaire. Oui, merci, je pense que c'était effectivement une précision tout à fait importante. On a une question de la salle. Je vais être un petit peu provocateur pour rebondir. À l'heure européenne, est-ce que on n'est pas sur un label finalement franco-français et finalement de l'auto-évaluation? On parlait totalement d'auto-évaluation. Est-ce que finalement la France qui met en place un système d'évaluation n'est pas de l'auto-évaluation par rapport aux marchés internationaux? Sur quel label? Enfin, globalement sur la RSE. Donc est-ce qu'on n'est pas juste sur un modèle très franco-français? Alors, comme je vous dis, non, nous, on est en train de travailler actuellement, et puis Pierre participe à ces travaux et est président justement du groupe de travail ISO 26030 à l'international. Donc, on travaille donc avec une trentaine, quarantaine de pays sur ce sujet de l'ISO 26030. Donc, vous avez des pays européens, on a l'Italie, on a le Danemark. D'ailleurs, le Danemark est très pushy là-dessus parce qu'ils sont vraiment très intéressés. On a le Japon, on a pas mal d'Afrique, de pays d'Afrique aussi, on a de l'Amérique du Sud, enfin on a tous les continents qui sont présents. Donc on a voilà, une trentaine, quarantaine d'experts de pays qui interviennent, du Canada aussi, même s'ils n'étaient pas forcément pour à la base. Mais voilà, on est vraiment sur un texte, donc ISO 26030, qui est en cours international. Donc tous ces pays-là ont vraiment intérêt en tous les cas à développer une norme sectorielle parce qu'ils pensent que la RSE doit aussi s'impliquer dans le secteur agroalimentaire et donc de mettre un document un peu plus compréhensible, un peu plus opérationnel, ça va permettre d'aider les différents acteurs. Et juste si je puis compléter, en fait le document, le gros atout, c'est de réunir un grand nombre d'exemples en termes de bonnes pratiques pour accompagner. Et je pense que le choix qui a été fait, ça a été vraiment de montrer par l'exemple et d'aider à la mise en œuvre plutôt que de faire une certification qui soit très bloquante dans certaines conditions. Et je crois qu'effectivement, cet état d'esprit, ça permet de faire évoluer parce que les différentes dimensions sont assez complexes. Jouer entre l'économie, le social, l'environnemental, effectivement, ça fait beaucoup pour des entreprises à mettre en œuvre, mais en même temps, ça permet de montrer la richesse des démarches qui peuvent être entreprises. Et lorsqu'on regarde par exemple le MOOC, on a eu beaucoup de personnes qui se sont présentées parce qu'elles participent en participant, qui relèvent de pays avec des contextes complètement différents, mais qui cherchent à mettre en œuvre ces pratiques-là. Et donc, c'est une démarche de progrès qui, de ce point de vue-là, est très positive. Après, juste pour rajouter quand même un volet par rapport à ça, il ne faut pas faire preuve de fausse modestie. La France a quand même un leadership sur le plan de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc, ce n'est pas faire du franco-français. Je pense que le modèle qu'on est en capacité de pouvoir influer au niveau international a du sens dans le reste du monde, quoi. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui. Moi, je voudrais revenir sur le terme de RSE. J'ai entendu que ça pouvait être au début un facteur de différenciation. J'ai entendu, et ça me fait plaisir, que c'est devenu au cours du temps un mode de pensée, et je trouve que c'est intéressant. Mais je pense qu'on oublie souvent le mot de responsabilité. Et en fait, responsabilité, c'est devenu RSE, et ça devient comme un outil, parfois un label, etc. Moi, je m'interroge parce qu'au regard du dernier rapport Nota-Sénat, justement sur entreprise et intérêt général, ouais. Et puis la loi Pacte qui est en discussion et qui est raisonnablement édulcorée par les différents passages à l'Assemblée et au Sénat, je me dis qu'il y a cette notion de responsabilité qu'on est en train d'oublier, qui est la responsabilité sociétale, et je crois beaucoup au rôle de l'entreprise et a fortiori des coopératives dans cet engagement et cette prise de responsabilité. Parce que responsabilité égale risque, et aujourd'hui la RSE elle n'est pas du tout considérée comme un risque à mon avis. Alors elle peut l'être, mais pas sous la forme de responsabilité. Donc ma question, c'était comment essayer de faire en sorte d'intégrer cette notion de responsabilité plus souvent, comment les COP pourraient être un peu plus leaders sur cette prise en compte de la responsabilité pour vraiment
prendre en compte les enjeux sociétaux. C'est pas une question facile, hein, pardon. Non, effectivement, on a peut-être un petit peu éludé effectivement ce terme au cours de notre propos parce que c'est évidemment moins sexy de parler de responsabilité, mais c'est pour autant effectivement ce qui nous tient au fond, puisque notre engagement aujourd'hui, et nous sommes attendus là-dessus, beaucoup d'études sont convergentes sur ce point-là, les entreprises sont attendues comme les acteurs du changement de demain, et de moins en moins, pourtant dans un pays comme le nôtre, de moins en moins les gouvernants. Donc effectivement, cette responsabilité, et c'est ça qui est intéressant aussi, versus le mouvement plus environnementaliste et écologique d'il y a quelques années, qui a été capté comme ça par les politiques. Aujourd'hui, on a cette capacité, nous les entreprises, à pouvoir garder effectivement la RSE, la responsabilité pour nous, parce qu'on nous attend comme les acteurs de ce changement. Donc oui, désolé que effectivement nos propos, le cheminement de ce propos ne nous ait pas mené jusque-là, mais très clairement, c'est une des clés de voûte du système. Et je parlais d'achat responsable tout à l'heure, je l'ai peut-être un petit peu, je suis passé peut-être un petit peu à côté là aussi, mais très clairement, ce qui anime la volonté d'un chef d'entreprise qui s'engage dans cette voie-là et qui fait partager ce cheminement à l'ensemble de ses salariés et autres parties prenantes, ben, c'est la volonté de pérenniser l'entreprise, de le faire dans des conditions sociales et dans une vision assez humaniste finalement de l'entreprise. Et tout ça, c'est autant de points de convergence vers ce qu'on pourrait globalement appeler la responsabilité. Être un homme, être un dirigeant responsable, je crois, c'est pas simplement regarder le chiffre en bas et essayer de l'atteindre à n'importe quel prix. Et là, je reviens sur effectivement cette modification qu'on commence à voir apparaître dans le Code civil, puisqu'on va changer quand même le statut de l'entreprise, c'est pas neutre, c'est pas simplement un objet qui va faire du résultat pour ses actionnaires, mais qui va aussi devoir tenir compte de ses parties prenantes. Et cette notion d'entreprise à but élargi, comme ça, est très clairement, pour moi, le premier acte de responsabilité du dirigeant d'entreprise. Comme acteur d'un changement que tout le monde appelle de ses voeux, parce qu'effectivement, de façon très pompeuse, on parle beaucoup d'un système qui est en train de s'essouffler et qu'il va nous falloir trouver de nouveaux modèles, et qui a cette fameuse rupture paradigmatique qu'on appelle un peu tous de nos voeux, et le plus tôt possible, parce que là, ça commence à fatiguer. Bien, quelque part, est-ce qu'on n'a pas là un modèle de pensée de l'entreprise et dans lequel la coopération, justement, s'inscrit parfaitement, parce qu'on était à but élargi avant même que Emmanuel Macron connaisse la notion, hein, puisqu'on peut remonter aux pionniers de Rockdale au milieu du 19e siècle, dans cette banlieue sombre de Manchester. Voilà, donc moi je crois qu'on a, et on le disait un petit peu en préambule aussi, tout ce qu'on voit et qui bénéficie d'un courant de sympathie très très fort, parce que ça apparaît comme responsable pour les gens qui ont cette sympathie à leur égard, toutes ces ski, scope, machin, là, je ne comprends plus rien moi, dans tous ces acronymes, mais qui finissent par être finalement quoi, des déclinaisons de ce que nous sommes, nous, coopératives, à plus petite dimension des fois. Donc voilà, donc moi je crois aussi qu'on a à retrouver la fierté de ce qu'est le mouvement coopératif, à reporter à nouveau les valeurs fondatrices qui sont extrêmement fortes et d'une modernité exceptionnelle, et que tout ça encadré par la logique RSE, de responsabilité, encore une fois, voilà, continuons comme ça, en tout cas c'est le bon chemin. On va paraphraser Raffarin, la route est droite, même si la pente est dure. Hein, voilà. En tout cas, c'est une très très belle question de fin. Merci beaucoup. Je serais tentée d'arrêter là parce que le temps imparti est arrivé. Mais si vous voulez rajouter un mot, voilà, pour vous allez voir, ça va être très court. C'est une phrase. La bonne nouvelle, c'est que le consommateur final est prêt à faire le choix d'un vin labellisé. On a fait une étude il y a peu de temps, on le sait. Alors je ne dis pas qu'il est prêt à payer plus cher, je dis qu'il est prêt à faire le choix d'un vin labellisé. Voilà. Benjamin, tu veux rajouter un petit mot ?
Oui, si. Par rapport à ce que disait Pierre sur effectivement la loi Pacte, le rapport Nota-Sénart, mais sur le devant de la scène quand même le sujet de la RSE, on va dire, au lieu de rester un peu dans un marché de niche, on est vraiment maintenant sur le devant de la scène. Pour ceux qui sont là déjà sur la RSE depuis plus d'une dizaine d'années, c'est enfin, on se dit enfin la RSE est pris en compte par l'ensemble des acteurs économiques, voire plus, même étatiques. Après, c'est vrai, oui, les coopératives, dans leur ADN, on va dire, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui répondent de la RSE, mais aujourd'hui, c'est plus suffisant. Il faut effectivement mettre en avant toutes ces valeurs coopératives, il faut pouvoir le redire haut et fort, vraiment, ce sur quoi on est basé. Et puis après aussi, il faut se repositionner sur des actions d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi, côté COP de France, a été lancé juste après le salon de l'agriculture, tout ce qui est le grand débat coopératif. Le grand débat coopératif où on demande un peu aux adhérents des coopératives, aux agriculteurs coopérateurs et aussi aux salariés, leur ressenti sur la coopérative, et après on les questionne sur des propositions sur l'environnement social, sociétal, pour savoir un peu dans quelle direction aller, quel engagement prendre. Et donc là c'est vraiment, voilà, je pense qu'on est vraiment en accord de phase en tous les cas sur ces deux sujets. Allez sur le site Le Grand Débat Coopératif, en tout cas vous pouvez y aller, et c'est, voilà, on est vraiment dans la mouvance actuelle. Merci beaucoup. Donc je vous remercie vraiment de votre participation, des contributions que vous avez apportées. Merci aussi aux questions et aux personnes qui sont en direct sur le MOOC. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant de basculer sur la deuxième table ronde. Donc merci encore de votre présence.